Bonjour, donc on se revoit pour une nouvelle vidéo. Alors la dernière là, que j'avais faite il y a 3 jours, elle a été assez bien reçue. Ça m'encourage à en faire d'autres. Donc aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est... attendez, c'est une bête ça. C'est ce truc-là. C'est un MacBook Pro 16 pouces, un A2141 de 2019 il me semble. Donc bon, je l'ai déjà ouvert et j'ai déjà démonté la carte mère parce que ça prend un temps fou et je veux pas perdre de temps pour la vidéo. Il m'est envoyé par un collègue qui d'ailleurs qui bosse pour un réparateur officiel Apple. Alors je ne sais pas du tout si c'est une machine qui appartient à un client ou si c'est à lui. Mais ce qu'il m'a dit, c'est que c'est un appareil qui a pris l'eau. Et lui, donc, il a essayé de démonter la carte, il a essayé de nettoyer là où il trouvait de l'oxydation, mais elle démarre toujours pas. Donc, euh, alors sur ces cartes-là, donc c'est une carte USB-C. Donc la première chose qu'on veut faire, c'est de brancher le chargeur USB-C et de voir quel est le courant qui est tiré, et puis c'est aussi si on a les 20 volts d'alimentation à l'entrée. Donc, allez, hop là. Donc, on a 5,22 volts et 10 milliampères. Donc, on n'a pas les 20 volts, et donc il y a un problème. Il y a un problème d'alimentation, la carte n'est pas alimentée comme elle le devrait, et donc évidemment elle ne fonctionne pas. Bon, ça je précise qu'en fait je l'avais déjà fait avant quand la machine était montée, puisque avant de démonter la carte mère, je dois décider si j'ai besoin ou pas de travailler sur la carte mère. Donc je savais déjà qu'on n'avait pas les 20 volts. En revanche, je ne sais pas pour quelle raison on ne les a pas. Ensuite, j'en profite pour faire une petite remarque, parce qu'on peut se demander, bah oui, mais pourquoi est-ce qu'il y a cette histoire de 5 volts qui doivent passer à 20 volts, de tout ce truc compliqué de négociation entre la carte mère et le chargeur? Et bon, la réponse, c'est simplement que c'est un chargeur USB-C, il y a beaucoup d'appareils USB-C, et bon, les gens sont pas forcément au courant que différents chargeurs USB-C vont sortir différentes tensions, et puis que différents appareils ont besoin de différentes tensions. Les gens, ils ont, bah tiens, moi j'ai un chargeur USB-C pour mon MacBook, et puis j'ai aussi il n'y a pas d'iPhone USB-C, mais je sais pas, j'ai un Android USB-C. Tiens, je vais charger mon Android avec le chargeur du MacBook. Bon, si le chargeur du MacBook il sortait 20 volts tout le temps, vous tuez vous tuez votre système de charge de votre téléphone Android. Donc, il y a tout ce système où le chargeur il est capable de donner tout l'éventail de tension entre 5 et 20 volts, et en fait, il parle avec la carte qui l'alimente, et elle lui dit de combien elle a besoin. Donc, voilà pour la petite explication. Ensuite, alors sur ces modèles-là, donc moi c'est la première fois que je fais un A2141, donc je suis pas expérimenté sur ce modèle-là, mais en revanche, je sais quand même d'expérience que la négociation, elle se passe entre le chargeur et les puces USB-C. Donc, on va regarder le schéma et essayer de comprendre un petit peu. Donc, les puces USB-C, oui, elles sont là. Ah oui, je les avais déjà, ouais, j'avais déjà cherché c'était quoi. Oui, donc les puces USB-C, ce sont des CD3217. Euh, on va essayer de les trouver sur le schéma. Donc voilà.
Et alors, leur fonctionnement, c'est extrêmement complexe. J'ai un document dans lequel tout le schéma de démarrage de ces puces est détaillé, avec l'ordre dans lequel les lignes s'allument. C'est extrêmement, extrêmement compliqué. Mais on n'a pas besoin, pour commencer, on n'a pas besoin d'aller chercher aussi loin que ça de détails du fonctionnement de cette puce. La première chose qu'on regarde, il y a une puce qui ne fonctionne pas, il y a un système qui ne fonctionne pas. La première chose que je dois me demander, c'est est-ce que ce système est alimenté? Et donc, je vais regarder ici. Donc là, vous voyez, il y a toute une section qui s'appelle Power, où il va y avoir des lignes alors qui sont soit entrantes, soit sortantes. C'est pas forcément expliqué. Alors des fois on a des in ici, donc là ça rentre. Mais voilà, le schéma, il n'y a pas de mode d'emploi qui vient avec. Donc c'est pas évident qu'est-ce qui est l'alimentation et qu'est-ce qui est la sortie. En revanche, on peut se référer au nom des lignes et au nom je dirais des bornes sur cette puce. Donc là, par exemple, j'ai un PP5VS4T USB-C. Pour l'instant, je dirais que ça m'intéresse pas parce que S4 c'est un des niveaux de démarrage du CPU et S4 ça vient après qu'on ait appuyé sur le bouton. Ça, c'est une fois qu'on a étudié un peu la théorie du fonctionnement des CPU Intel, on sait que S4 ça vient après l'appui sur le bouton. Donc ça, c'est pas quelque chose qui vient tout de suite. Ici, j'ai un truc qui s'appelle PPDCN. Donc ça pourrait être une des alimentations nécessaires, puisque DCN, c'est ce qui vient de l'intérieur c'est ce qui vient du chargeur. Alors ça va où ça? Alors, ça s'appelle PPHV. Donc HV, c'est comme High Voltage. Donc je pense que ça, c'est plutôt les 20 volts. Une fois que la négociation entre 5 et 20 volts s'est faite, ici, on doit avoir 20 volts, et donc je ne pense pas que ce soit une des alimentations dont j'ai besoin au début. Alors, il y a ensuite ce truc-là, PPV Bus USB-C TA. Bon, ça, je sais pas trop ce que ça fait. VBus. Bon. Et ici, on a aussi un truc qui s'appelle VN 3v3, qui en plus est sur la même bille que VNLV, donc comme low voltage. Ah, d'accord. Bon, donc ça doit être l'alimentation avant que la négociation des 20 volts se soit faite. Donc bon, je pense que c'est ça qu'il faut regarder en premier. Donc on va regarder, est-ce que est-ce que cette puce reçoit cette alimentation? Et sinon, pour quelle raison elle ne la reçoit pas? Donc, on regarde où trouver ça sur la carte mère. Par exemple ici. Ouais. Ici. Donc on va passer sous le microscope. Là, on passe. Voilà. Je suis à cet endroit-là. Et alors je regarde le schéma. C'est là que c'est ici. C'est ici que je dois mesurer. Donc on va brancher à nouveau la carte. Là, je l'alimente. Et je regarde quelle tension j'ai. Donc malheureusement, le multimètre, il est là. Il est hors champ. Je suis désolé. Il va falloir me faire confiance sur les mesures que je reçois. Et tac.
Alors, j'ai 2 millivolts. Bon, autant dire zéro. Ok. Donc, cette tension n'est pas présente. Alors, pour quelle raison? Bah, écoutez, la première chose qu'on peut soupçonner, c'est qu'il y aurait peut-être un court-circuit sur cette ligne. Donc, je mets mon multimètre en mode diode et je vais regarder combien j'ai ici. Alors, je mesure 437 en mode diode. Donc, non, il n'y a pas de court-circuit ici. Donc, ça n'est pas la raison pour laquelle je n'ai pas mes 3,3 volts. Donc, on repasse sur le schéma et puis, ok, d'où ils viennent? C'est la question qu'on se pose. Donc, on essaie de voir par qui ils sont produits. Donc, on fait une recherche sur tous les 3,3 volts G3 Hot RTC. Non, c'est pas ça. Hmm, Ah, ça. Non, ça, je suis retourné sur. Non, non plus, non plus. Ah, ça c'est quoi? Non, ça c'est le gate d'un MOSFET, donc c'est pas une création. Ah, 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 ah. Ça ressemble. Oui. PP3 RTC reg, donc reg comme regulator R, donc ça, oui, ça c'est par là qu'il est créé. Donc il est créé par cette puce U6960. Et donc, puisque j'ai pas mes 3,3 volts, c'est que cette puce ne les crée pas. Alors, ça ne veut pas forcément dire que la puce est morte. C'est comme pour la précédente. La première question que je me pose, c'est est-ce qu'elle est alimentée? Donc, elle est alimentée par quoi? PP-Bus Hisense 3v3G3 HRTCX. Ok. Bon, très bien. Donc, on va le trouver. Et je peux le trouver par ici. Donc, on va aller mesurer ça sous le microscope. Et c'est ici. Là, c'est pas très joli, il y a comme du caca là. Ok, pas très propre. Mais bon, en tout cas, c'est ici que je dois. Bon, donc là, je vais d'abord mesurer en mode diode. Ah ah! Donc là, j'ai zéro de résistance à la Terre à cet endroit-là. Donc, je pense que j'ai trouvé mon problème. J'ai un court-circuit sur cette ligne. Donc, on va essayer de voir. Alors ça, de mémoire, parce que j'ai déjà travaillé sur les A1706, A1708, etc. Ça, en fait, il me semble que c'est la même chose que PP-Bus G3 Hard. Bon, enfin bon, on va voir si elle est pas. Oui, c'est ça. C'est la même chose que PP-Bus G3 Hot, mais elle passe dans une résistance qui permet de mesurer le courant, mesurer l'intensité du courant. Là, c'est un current sense, c'est quelque chose qui permet de mesurer, c'est une puce qui permet de mesurer le courant qui passe sur cette ligne-là. Et une fois qu'elle a passé la résistance, elle change de nom, c'est PP-Bus G3 Hot qui change de nom et qui devient notre PP-Bus Hisense 33 G3 Hot RTCX. Bon, très bien. Donc PP-Bus G3 Hot, lui, il va peut-être être plus facile à. Ok, donc là,
là j'ai les deux fusibles. Voilà, c'est par là qu'il est créé. D'accord. Donc, pourquoi je cherche? Qu'est-ce que je cherche exactement? C'est que bon, pour détecter le court-circuit, je vais devoir injecter une tension et puis essayer de trouver la caméra thermique, trouver ce qui chauffe à la caméra thermique. Et je cherche, pour faire ça, j'ai besoin d'un endroit où souder un fil pour brancher dessus mon alimentation. Et donc, je cherche le meilleur endroit, et alors, c'est juste que je sais que sur PiPiBus X-Ray, en général, il y a un fusible, et quand il y a un fusible, j'ai de la place. J'ai de la place pour souder mon fil. Il y a aussi autre chose, c'est que, en général, quand je dois injecter une tension sur cette ligne-là, sur une ligne qui a un fusible, je préfère retirer le fusible avant, parce que si le court-circuit est avant, disons que par exemple, j'injecte du courant ici, et que le court-circuit se trouve dans cette partie-là, par exemple, bah, je risque de faire sauter le fusible, puisqu'il va se prendre une grande intensité, et donc je me retrouve à devoir bon, bah, remplacer le composant qui est défectueux ici, mais en plus il faut que je trouve un fusible pour remplacer celui que j'ai tué. Donc, moi en général, ce que je fais, c'est que je les retire, de manière à ce que j'en tue aucun. Donc c'est ce qu'on va commencer par faire. Donc là, ça, à mon avis, si je chauffe, ça va fondre. On va retirer ça. Tant qu'à faire, tant qu'ils sont là, je vais vérifier qu'ils sont pas morts. Je fais ça aussi. S'il y a un court-circuit s'il y a un court-circuit, par exemple, s'il y a un court-circuit sur PiPiBus des Shwihot, donc qui se trouve après le fusible, bah, il est aussi très possible que le fusible ait été tué par le court-circuit. Donc, tant qu'à faire, tant que mes fusibles sont là et qu'ils sont bien fixés sur la carte, je vais, je vais m'assurer qu'ils sont encore vivants. Donc, on va mettre en mode bip, comme ça vous pouvez pas voir le multimètre, mais vous pouvez entendre si ça bip. Ok, ok. Donc, alors, je sais pas pourquoi ils en ont mis deux. Le problème c'est que comme ça, je suis toujours pas sûr que les deux sont vivants, parce que supposons que celui-là est mort, mais que celui-là est encore vivant, et que je mesure la continuité entre là et là, ben, lui est mort, c'est pas grave, puisque le courant il va passer par là, donc ça va quand même biper. Donc là, je suis pas sûr que les deux sont vivants, je suis sûr que au moins un des deux est vivant. Bon, on va essayer de déterminer s'ils le sont tous les deux. Donc, hop là. Donc au niveau de la température, moi sur ces trucs-là, je suis à 500 degrés. J'espère que je vais pas faire fondre ce bonhomme là. Alors, les cartes de MacBook absorbent très très bien la chaleur. Et donc même à 500 degrés, ça prend du temps pour sortir ces composants. Il faut augmenter l'air.
Ouais, bien. Ouais, c'est bien. J'aurais peut-être dû faire ça avec lui. Ça, c'est le meilleur moyen de ne pas les perdre. C'est juste de garder un côté soudé à la carte. Là, au moins, ils vont pas s'envoler. Alors, je vais vérifier qu'ils sont encore vivants. Ouais, lui, il est vivant. Lui aussi. En revanche, lui n'est pas soudé à la carte. Ok. Alors, en plus, ce que maintenant je peux faire, maintenant que j'ai retiré les fusibles, je peux savoir si le court-circuit est après ou s'il est avant. Donc, je, puisque là maintenant, ces deux-là ne sont plus là. Donc, je vais regarder, je vais mesurer la résistance à la Terre ici, je vais mesurer la résistance à la Terre ici. D'un des deux côtés, c'est sûr, ça va biper. Et je saurai de quel côté est le court-circuit. Donc, ah, bah ça bip ici. Et ça bip pas de ce côté-là. Donc, d'après le schéma, ce côté-là, d'après le schéma, ce côté-là, c'est pipi boss, je suis hot, et ce côté-là, c'est pipi vibat, je suis hot. Bon. Ok, donc c'est de ce côté-là que se trouve le court-circuit. Ok, on va... Ce qu'on va faire, maintenant qu'ils sont retirés, ce qu'on va faire, c'est on va, on va souder un câble à cet endroit-là, de manière à pouvoir alimenter la carte, alimenter cette ligne plutôt. Il est ici. Alors en général, moi, je utilise juste un morceau de tresse à dessouder. C'est très bien. Ça me permet de la recycler. Ça fait moins de déchets. Ok. Ok. Et ensuite, on va brancher l'alimentation dessus. Et puis espérer qu'on a quelque chose qui chauffe. Donc,
Ok, elle n'est pas assez bien soudée. Je vais la remettre. Ok, et donc quand j'envoie du courant, oh là, ah oui, d'accord. Donc là je suis à 1 volt, 1 volt j'ai déjà 1 ampère, 3 volts je suis à 5 ampères. Donc on a un beau court-circuit et j'espère qu'on pourra le voir avec la caméra thermique. Euh, Donc voilà ma caméra thermique. Alors c'est une FLIR One Pro et je vous conseille pas du tout de l'acheter. C'était une grosse erreur de ma part d'acheter ça. Je me suis fié à la marque et en fait, écoutez, la batterie ne tient pas la durée annoncée et puis en fait elle charge, des fois elle charge pas. D'ailleurs, j'ai fini par en commander une autre parce que je commence à en avoir marre d'avoir genre 2 minutes d'autonomie sur cette caméra thermique. Ok, donc on envoie. Voilà. Donc là, vous voyez, là, hop là, je monte la tension et ça chauffe ici. Mhm. Alors, est-ce que je peux voir un peu mieux avec ma lentille macro? Est-ce que je peux voir quel composant chauffe? Hmm. On voit que c'est pas de ce côté-là, c'est de l'autre côté de la carte. Donc on retourne la carte. Ah, ah bah tiens. Bon bah je pense qu'on a trouvé le problème. Ok, c'est probable. J'ai- voilà, mais maintenant avec sous le microscope, je pense qu'on a trouvé le problème. Bon, vous m'auriez dit si j'avais commencé par une inspection visuelle de la carte, j'aurais trouvé ça plus vite. Mais après, je sais pas. Moi, je loupe toujours ces trucs-là. Je, je suis pas assez consciencieux pour aller extrêmement lentement comme j'avais vu Horos qui faisait ça sur une vidéo. Il est tellement patient et consciencieux. Moi, non, j'arrive pas. Bon, donc, bon, retirer, on va retirer ces 4 condensateurs et on va les remplacer. Et enfin, déjà, on va les retirer. On va voir si le court-circuit est toujours là.
Alors, c'est quoi ces condensateurs-là? Ils sont ici. Déjà, quelle ligne? PP Bus G3 Hot Speaker Amp L. Donc, c'est PP Bus qui alimente le haut-parleur. Et qu'est-ce que c'est comme type de condensateur? Alors, 10 microfarads. 10 microfarads. 10 microfarads et 10 microfarads. Bon, donc je devrais pouvoir trouver ça. Je devrais pouvoir trouver ça quelque part. Je vais d'abord essayer de les enlever. Non, 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 je vais pas les enlever ou le faire parce que si jamais je force trop et que les lignes sont et que la carte est trop abîmée, je vais arracher les pistes. Donc non, je vais faire ça à l'air chaud. Je veux pas prendre le risque que la carte soit moisie et qu'il y ait tout qui parte en appuyant dessus avec le fer. Donc, hmm, si, je vais tous les remplacer. Voilà. On va regarder si on a toujours le court-circuit. Donc, ok. Le diode. Ok, on voit que j'ai plus de court-circuit. Là, ça bip parce que c'est la Terre. Et là, ça bip pas. Donc, j'ai résolu ce problème de court-circuit. Alors, tout de suite, je vais remettre, tant qu'à faire, je vais remettre mes fusibles pour pas que j'oublie. Nettoyer un petit peu ce bazar que j'ai fait là.
Hmm. Ouais, ça va pas l'air super fiable, ça, comme soudure. On va rajouter un petit peu d'étain. Je rajoute un peu de pâte à braser pour renforcer un petit peu la soudure à cet endroit-là, parce que ça me paraît pas. Voilà, ça a l'air un peu mieux. Bon, on attend que ça refroidisse un peu, on nettoie. Et je vérifie que j'ai pas tué le fusible avec mon opération. Non, ça va, ils sont toujours vivants. Bon, il y en a au moins un qui est vivant. Je sais pas lequel des deux, mais peut-être les deux sont vivants. Et on va maintenant remplacer ces quatre condensateurs. J'ai presque envie de tester, j'ai presque envie de voir si les 20 volts se font. Parce que comme ces condensateurs sont sur le circuit sonore, ah, je pourrais nettoyer ça aussi. Comme les condensateurs sont sur le circuit sonore, je pense pas que en branchant la carte, ça va poser un problème. Ah ah, 20 volts, 60. Ah bah c'est pas mal, ça ressemble à un démarrage. Ah zut, c'était hors champ, je recommence. Bon, donc 5 volts qui passe à 13, qui passe à 20, puis 70 milliampères, 270, 205. Voilà, ça ressemble à un démarrage, non. Non, ça ressemble pas du tout à un démarrage. Ça s'est arrêté. Bon, on verra ça plus tard. Hmm, elle s'éteint. Ça, on verra plus tard. On va déjà remplacer ces condensateurs. Bon, je vais mettre la vidéo en pause, le temps d'aller trouver sur quelle carte mère je peux trouver les mêmes références de condensateurs, etc. Parce que ça, c'est pas passionnant, il va falloir que j'explore tous les schémas que j'ai et toutes les cartes que j'ai jusqu'à trouver les bons condensateurs. Donc, on revient un peu plus tard. Ok, on est de retour. J'ai trouvé où est-ce que je peux dénicher ces condensateurs. Donc là, c'est une carte de A1466 de 2015-2017, donc carte 820000165, MacBook Air donc 2015-2017.
Et donc il me faut des 10 microfarads 25 volts. Donc j'en ai pas mal ici. 25 volts, c'est la tension qu'ils sont capables d'encaisser avant de claquer. Donc il faut prendre les bons. Par exemple, si je prenais celui-là là, qui fait bien 10, ou si je prenais un autre qui fait 10 microfarads et 4 volts, par exemple, j'en ai vu plein pendant que je cherchais des 10 microfarads 4 volts. Si je mettais ça, bah, il claquerait immédiatement. Donc par exemple C2306, donc qui se trouve là, C2307 qui se trouve là, donc ça c'est à côté de la RAM hein, de cet appareil, donc C2306, C2307. Lui, j'imagine qu'aussi oui, c'est du 25 volts, et lui, 10 microfarads, 25 volts. Oui, d'accord. Donc, je peux bien prendre celui-là, celui-là, celui-là et celui-là, et ça devrait faire l'affaire. Bien vérifier que je prends pas n'importe quoi. Ouais, c'est bien ça, je peux prendre ce que j'ai indiqué. Donc, on y va. Euh, je vais reprendre l'ancienne, déjà la précédente carte, celle qui avait des problèmes. Et ce que je vais faire, c'est quand même, je vais préparer, préparer les pads pour recevoir, pour recevoir mes condensateurs. Donc, c'est-à-dire rafraîchir un petit peu l'étain pour que tout soit prêt. Parce que comme les condensateurs que je vais retirer, ils sont tellement petits, ils vont s'envoler dès qu'il y a un moustique qui passe à côté. Voilà, c'est prêt. Je vais aussi vérifier, avant de prendre ces condensateurs, que ils ne sont pas morts. Donc, ça bip pas, ça bip pas, ça bip pas, et ça bip pas. Ok, donc il marche. Je peux les prendre. Ça va prendre du temps parce que juste derrière, il y a le CPU et il y a le radiateur qui est dessus. Donc ça va prendre du temps. Mais un, deux, trois, et quatre.
Un peu de flux. Quand même bien revoir si dans quelle position ils sont. Enfin, je pense qu'on peut pas se tromper. On retourne sur le schéma. Donc ça c'est mon A1466. Et on revient sur celui-là. Donc ils sont là. Ok. Il y en a deux verticaux et un latéral. Donc c'est exactement ça. Ah, il me fait toujours le coup de coller à ma pince. Et ok. Moulin bien en place. Et on nettoie. Je vais regarder de nouveau si j'ai un court-circuit. Si le court-circuit sur cette ligne est levé. Oui, je mesure 400 et des poussières en mode diode, donc il n'y a plus de court-circuit sur cette ligne. Et on va essayer de démarrer la carte. Ça, c'est quand même embêtant. Elle commence à démarrer, puis elle s'éteint. Ça, c'est pas normal. Mais j'ai envie déjà de la mettre dans le châssis pour voir ce qui se passe. Je trouvais que ça chauffait pas mal ici. Hmm. Alors, je vais remettre la carte dans le châssis.
voir déjà si, je sais pas, on a au moins le bip de démarrage ou si l'écran s'allume, pour un petit peu avoir une idée de comment la machine réagit maintenant que j'ai levé ce court-circuit. Donc bon, je vais mettre le truc en pause là parce que ça va mettre 1 heure pour ranger la machine. Donc j'ai remonté la machine et j'ai voulu reprendre la vidéo avec le diagnostic et tout ça, et puis en fait j'ai oublié d'appuyer d'appuyer sur le bouton pour reprendre la vidéo. Donc j'ai parlé dans le vide pendant 30-40 minutes. Donc quand on s'en rend compte, on se sent très très bête. Euh, donc donc je vais pas reprendre tout le diagnostic en faisant semblant que je connais pas le problème, puisque j'ai trouvé le problème, j'ai trouvé pourquoi ça démarre pas. D'abord, je vais expliquer rapidement pourquoi est-ce que je voulais la remettre dans le châssis, euh, au lieu de continuer à diagnostiquer avec la carte mère nue. C'est parce que en le mettant dans le châssis, je peux accéder à des nouvelles informations. C'est-à-dire qu'une fois que tout est branché, par exemple, je peux voir si, tiens, est-ce que le ventilateur s'allume? Si le ventilateur s'allume, je sais que je suis à un stade de démarrage de la machine tel que les alimentations du ventilateur sont allumées. Et alors, sur celle-là, je ne connais pas par cœur parce que c'est la première fois que je fais un A2141. Mais par exemple, si sur un 1466, ça j'en ai fait un paquet, c'est les MacBook Air, euh, je sais que si le ventilateur s'allume, je suis au niveau S0 du démarrage du CPU. Et bon, bah donc ça m'évite d'aller regarder ce qui se passe avant. J'ai juste à regarder ce qui se passe après pour comprendre pourquoi la machine ne démarre pas. C'est pareil, je peux par exemple vérifier que est-ce que le trackpad réagit. Et donc c'est pareil, ça me donne une information sur quelles alimentations sont sorties sans avoir à aller tout mesurer, chercher sur le schéma, ta. Il y a une deuxième chose que je peux faire quand la machine est montée, parce que ça c'est une machine avec un T2. Et le problème avec les machines avec T2, c'est que le T2 c'est une boîte noire, on ne sait pas ce qu'il fait. Et des fois, c'est lui qui bloque le démarrage de l'appareil. C'est-à-dire que son logiciel interne est corrompu, ou même il ne fonctionne pas, et euh, c'est lui qui bloque. C'est-à-dire que vous n'avez pas un problème électronique sur la carte, c'est pas un court-circuit, c'est pas une alimentation qui part pas, c'est juste le T2 qui décide qu'il veut pas travailler. Et donc pour pouvoir, le T2 il peut se reflasher à partir d'un autre Mac, et pour pouvoir le reflasher, bah, il faut que la machine soit, il faut que la carte soit montée parce qu'on a besoin que la batterie soit branchée. Et voilà, c'est pas du tout pratique de connecter la batterie quand la carte est hors du châssis. Voilà. Et donc, bon, bah, moi, ce qui s'est passé, c'est que une fois que je l'ai branché, j'ai eu les ventilateurs qui se sont allumés et j'ai été capable de mettre l'appareil en mode DFU à partir d'une machine externe et d'essayer de reflasher le T2. Et donc, ça veut dire que j'avais accès au clavier, le clavier fonctionnait, c'est une information, l'alimentation du clavier est là, le trackpad y réagissait, et, l'appareil pouvait être mis en mode DFU et être accédé par un Mac externe. Donc j'ai reflashé le T2, et le flash a planté au milieu. Donc ça, c'est pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça me fait soupçonner je soupçonnais un problème avec le T2 et je le soupçonne encore plus. Bon, ceci dit, j'avais pas vraiment de preuves à ce moment-là. En revanche, ce que j'ai fait après, c'est que je me suis dit, tiens, je vais quand même vérifier, parce on avait un court-circuit sur PipiBus chez Rat, et on l'a résolu. Je me suis dit, je vais quand même vérifier que j'ai la bonne tension sur cette ligne. Et en fait, non. Normalement, je dois avoir 13,1 volts, et j'avais 11,95, 12 volts au lieu des 13,1 volts. Donc ça veut dire qu'il y avait une fuite de courant quelque part. Et j'ai pu la trouver. Donc on va passer sous le microscope. J'ai
Hop là, donc ça c'est mes fusibles là de PP Bash G3 de tout à l'heure, sur lesquels j'ai connecté une petite plaque qui est reliée à mon alimentation électrique. Alors, je sais pas si on voit le montage ici, quand je pousse le microscope. Voilà, mon alimentation est là. Toc, ma petite plaque qui va sur PipiPoche des Schwerat. J'ai mon moins qui est sur une prise à la masse, peu importe où c'est. Et alors, il faut que j'allume ma caméra thermique. Lorsque... Je sais pas si on pourra voir bien. Bon, à la rigueur, on va passer en plein écran sur cette caméra-là, ça on verra un peu mieux. Et allez, tu t'allumes toi ou pas? Ça y est, elle est allumée. Voilà. Donc ça, c'est ma carte. Et puis, j'augmente petit à petit la tension. Et alors là, déjà, quand je suis à 10 volts, j'ai 100 mA qui passent. C'est-à-dire que le court-circuit est très léger. Ça se voyait pas en injectant 1 volt ou 2 volts. Là, à 10 volts, je vois quoi? Le SAC qui c'est le T2. Voilà, donc le T2 a une fuite de PP Bus J3 à l'intérieur. Il est mort. Il n'y a plus rien à faire. Voilà. Donc, cette machine ne peut pas être sauvée. Alors, si le T2, ça se remplace, mais bon, j'ai même pas été regarder combien ça coûte. C'est juste... voilà. C'est juste trop pénible parce qu'il faut le commander, j'en ai pas à disposition, il faut probablement un T2 d'exactement la même machine. Et puis bon, je connais pas les règles, mais bon, essentiellement c'est quelque chose que je vais pas faire. Si vous êtes capable de le faire, bah, et que ça vous intéresse, d'essayer, parce que le problème c'est qu'une fois qu'on l'a remplacé, donc c'est une opération qui est très pénible, parce que c'est une puce qui est très très dense en grille BGA, donc c'est pas évident de réussir la soudure. Ça serait même mieux d'avoir une machine VGA pour le faire. Mais le truc, c'est que voilà, je sais qu'il y a un problème avec le T2. Si je le remplace, est-ce que j'aurai pas un autre problème derrière? C'est-à-dire, je vais commander sur AliExpress un T2 à je sais pas combien d'euros. Ça va mettre 2 semaines ou 3 semaines à arriver de Chine. En espérant qu'ils me vendent bien le T2 pour ce modèle-là, je vais le remplacer, en espérant que je ne me foire pas dans l'opération, ce qui n'est pas garanti, mais comme je dis, c'est difficile, sans machine BGA. Et puis, la machine ne démarre toujours pas parce qu'il y a encore un problème derrière. Bon, ce genre de choses, moi, ça ne m'amuse pas. Il y a un moment où il faut calculer le rapport bénéfice-risque, et pour moi, ça s'arrête là. Trop d'incertitude. Donc, bon, je suis encore désolé de ma bévue où j'ai oublié de rallumer l'enregistrement. Bon, c'est une leçon. Ça se produira peut-être pas dans le futur. Merci. Donc, merci d'avoir regardé jusque-là. La vidéo est longue, je suis désolé, mais c'est intéressant de voir aussi les réparations qui ratent et de comprendre pourquoi quelque chose n'est pas réparable ou alors n'est pas raisonnablement réparable. Ce serait peut-être réparable, mais c'est pas raisonnable. Voilà, bonne fin de journée.